Bonjour à tous, c'est Jean-Philippe. Nous sommes le vendredi 21 juillet 2023. Parmi les cycles qui sont en train de se reformer, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, il y a le cycle Jupiter-Uranus. Or, il se trouve que depuis hier, Jupiter et Uranus sont dans leur orbe de conjonction, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 10 degrés qui les séparent, Jupiter étant en mouvement de rapprochement de la planète Uranus. Et symboliquement parlant, pour synthétiser le rôle d'Uranus, c'est la planète des révolutions, de l'autoritarisme et de l'affirmation. Quand Jupiter rejoint Uranus, Jupiter étant une caisse de résonance, une caisse d'amplification, évidemment, la symbolique de la planète Uranus va s'en retrouver complètement démultipliée. La nouvelle lune qui a débuté mardi dernier voit donc la première, entre guillemets, préformation du renouvellement du cycle Jupiter-Uranus. Mais la conjonction, elle, sera pour plus tard. Le programme de la conjonction Jupiter-Uranus, c'est le printemps 2024. En gros, actuellement, ce qui se passe, Jupiter est arrivé à peu près à 10 degrés d'orbe d'Uranus et il va y avoir un mouvement de rétrogradation, ce qui fait que la planète ne va pas rejoindre totalement Uranus. Il faudra pour cela attendre donc le printemps 2024. C'est ce qui me fait dire depuis pas mal de temps que c'est 2024 qui devrait voir des grands changements être amorcés. Alors quand je parle de grands changements, c'est-à-dire des changements visibles, puisqu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui il n'y ait pas de changement. Tout est en train de se mettre en place pour le grand spectacle ou la grande explosion. Je ne sais pas comment les choses se passeront, mais effectivement dans un climat Jupiter-Uranus, en général, surtout dans du taureau, c'est rarement tendre. On n'est pas dans quelque chose de très cocon, de très enveloppant. Voilà. Est-ce que pour autant, on pourrait affirmer que le fait que cette planète Jupiter se mette dans l'orbe d'Uranus puisse d'ores et déjà jouer un effet un peu catalytique sur les événements. Bon, il faut aussi mettre tout ça dans un contexte, nous sommes en vacances. Donc pour la France, je ne suis pas certain que cela amène de grands changements immédiats. Il peut notamment quand même se jouer des petites choses concernant le domaine financier. Alors pourquoi je dis ça ? Mais tout simplement parce que c'est lundi prochain, je crois que nous serons le 24, qu'une autre planète va être sous les feux de l'actualité des astrologues, c'est la planète Vénus qui va entamer un mouvement de rétrogradation pendant une quarantaine de jours. Alors quand Vénus rétrograde, il ne faut pas non plus s'attendre à des choses extraordinaires parce que la rétrogradation d'une planète rapide comme les Vénus imprime un mouvement de repli, un mouvement de repli sur les valeurs qui sont véhiculées par Vénus. Alors les valeurs de Vénus, bien sûr, tout le monde pensera à l'amour, donc à notre façon d'aimer que nous pouvons revisiter. Si certaines personnes à l'heure actuelle vivent des soubresauts dans leur relation, dans leur couple, Vénus va leur offrir une possibilité de revisiter tout ça de fond en comble afin de pouvoir, à l'issue de cette boucle de rétrogradation, prendre les décisions qui s'imposent ou qui peuvent permettre en tout cas d'envisager un choix, un positionnement. Car finalement, le choix et le positionnement, c'est ce dont nous sommes tous, j'allais dire victimes. En fait, c'est pas tout à fait ça. Oui, d'une certaine manière, nous en sommes victimes parce que nous aimons que la vie fasse des choix à notre place. Or, nous sommes là pour être libres, pour apprendre la liberté, pour apprendre à être complètement libres de nos mouvements. Mais être libre, c'est faire des choix. Et faire des choix, c'est en assumer les responsabilités. Absolument
toutes les responsabilités. Ah, c'est fatigant la liberté, bien sûr. Tout le monde n'est pas capable d'assumer sa liberté. C'est quelque chose de contraignant, c'est quelque chose d'engageant, mais à la fin, c'est être libre, c'est être souverain de soi. Vénus véhicule aussi les valeurs de, justement, véhicule les valeurs de nos valeurs intrinsèques, donc ce que nous valons réellement. Ce qui veut dire qu'en revisitant nos valeurs, nous pouvons, du coup, par effet domino, changer la façon dont on va se lier à l'autre, dont on va se lier aux autres d'une manière sociale. Vénus est une planète sociale. Donc c'est un mouvement assez important. C'est peut-être au cours de cette période que nous allons pouvoir, plus qu'auparavant, vraiment repenser qui nous sommes réellement. Alors surtout dans le contexte d'une conjonction entre Jupiter et Uranus qui nous invite à une affirmation de nous-mêmes. Donc cette période estivale qui voit au cours de cette lunaison la conjonction Jupiter-Uranus et la rétrogradation de la planète Vénus, eh bien, nous incite fortement à repenser, à revisiter notre positionnement individuel et social. Sur un plan mondial maintenant, qu'est-ce que l'on pourrait en conclure? Alors, il y a un certain Jacques Attila, dont la sottise est légendaire, pardonnez-moi pour cette appréciation, somme toute personnelle du personnage. Il nous annonce une grande crise financière. Bon, cela étant, ça fait très longtemps qu'on nous annonce une grande crise financière. Moi-même, je parlais de mouvements de faillite bancaire. Certes, on en a eu, mais je les pensais avoir un retentissement beaucoup plus important. Pour le moment, le monde de la finance a réussi à encaisser le choc. Mais il se trouve que dans la dernière vidéo d'Attila, celle où il s'est fait piéger par les deux humoristes russes, il nous parle effectivement de la possibilité de la survenue d'un grand krach financier en ce mois d'août. Alors il est vrai que sous l'effet d'une rétrogradation de Vénus, sous l'effet de cette conjonction rapprochée entre Jupiter et Uranus, ça fait beaucoup de choses en russe, eh bien, on pourrait penser que le climat est propice à un choc économique. Alors, je ne dis pas que ça pourrait être totalement faux. Maintenant, si choc économique il y a, je ne pense pas qu'il ait de retentissement aussi considérable, parce que par ailleurs, nous avons un aspect planétaire qui adoucit, qui arrondit les angles. Donc voilà. Qu'il y ait des petites remises en question, oui, incontestablement, ça va se produire. Déjà, pour nous autres Français, le fait que le gouvernement décide d'augmenter le prix de l'énergie, le prix de l'électricité chez EDF, n'est pas un très bon signe en soi. Parce que ça... Alors bien sûr, ça montre que EDF est dans une difficulté financière assez catastrophique. Mais si elle est dans une difficulté financière aussi catastrophique, c'est de la faute à qui? Exclusivement, c'est de la responsabilité de ce gouvernement et puis surtout de l'Europe. Alors pour deux choses. D'abord par rapport à... Bon, je résume, hein, mais il y a quantité de vidéos qui ont circulé à ce sujet-là. Il y a deux aspects hein, qui intéressent la situation d'EDF, enfin qui l'intéressent directement, c'est l'Europe et c'est ensuite les opérateurs privés. Donc l'Europe, pourquoi? Parce que l'Europe impose la libéralisation du marché de l'énergie. Non seulement l'Europe impose cette libéralisation, mais en plus impose des prix. En ce sens que EDF vend du courant dans les pays frontaliers, comme l'Allemagne, comme la Suisse, mais le vend à son coût de production, c'est-à-dire que le coût de production du nucléaire. Et nous avons le coût de production le plus faible d'Europe, peut-être même un des plus faibles du monde, et ceci grâce à De Gaulle et Pompidou et Giscard aussi, qui avaient lancé ce grand plan de développement du parc nucléaire français. Aujourd'hui, toutes nos centrales nucléaires, enfin quasiment toutes, sont amorties. Donc elles ne nous coûtent plus rien, elles ne nous coûtent que de l'entretien. Même si effectivement il y a eu un manque d'entretien ces dernières années, mais d'après ce que j'ai compris, on est en train de rattraper le gap.
Donc, nous vendons à nos voisins notre électricité au coût de production nationale, basé sur l'énergie nucléaire. Par contre, quand nous avons besoin, nous, d'électricité, d'un surplus d'électricité que ce qui est produit par nos centrales nucléaires et par nos barrages hydroélectriques, je ne parle pas des moulins à vent, parce que ça, je crois que c'est 2% de la production d'électricité en France, donc autant dire c'est peanuts. Donc quand nous, on a besoin d'un surplus d'électricité, on va en acheter à nos voisins, s'ils sont en état de pouvoir nous en exporter, mais on va l'acheter au prix de leur production. Or, le prix de leur production, notamment par l'Allemagne, où l'électricité est principalement produite par des centrales à charbon ou des centrales à gaz. Bon, je ne sais pas encore comment ils font pour en produire, dans la mesure où ils se sont privés du gaz russe, mais ça c'est un autre problème. Et puis par l'éolien, eh bien, ils nous vendent cette électricité. Alors je connais plus les ratios, je crois que c'est 4 fois plus cher que ce que nous leur vendons. Voilà. Et puis surtout, le grand scandale, eh bien, c'est le fait que des opérateurs privés se gavent sur le dos de notre compagnie nationale, hein, des opérateurs comme Total, des opérateurs, voilà, qui achètent leur électricité à EDF pour nous le revendre. Mais ils l'achètent au prix de production, hein, ils ont un certain quota d'achat d'électricité. Ils nous le revendent évidemment en leur facturant leur marge, ce qui est normal, hein, naturellement. Par contre, dans leurs négociations avec EDF, pour leur stock d'électricité à acheter dans l'année, eh bien, en général, ces opérateurs-là sont beaucoup plus ambitieux. C'est-à-dire qu'ils achètent beaucoup plus d'électricité qu'ils n'en ont réellement besoin par rapport à leur clientèle. Résultat, qu'est-ce qui se passe à la fin des choses? Eh bien, ce qu'ils n'ont pas consommé, ils vont le revendre à EDF et ils vont le revendre à leur prix. Ce qui veut dire qu'à la fin, EDF est déficitaire. Voilà, donc conséquence de quoi? Eh bien, c'est le consommateur, c'est nous autres Français qui allons devoir payer la différence, l'addition avec nos impôts et avec le prix de l'énergie. Voilà où nous en sommes. Donc cette situation financière du coût de l'énergie n'est plus tenable. Et moi, je suis curieux de savoir de ce qui va se passer au cours de cette période, de ce mois d'août, où Jupiter et Uranus vont être presque conjoints et où nous avons la planète Vénus qui va faire son mouvement de rétrogradation. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Donc on est dans un climat qui est entre deux. Encore une fois, je maintiens que pour moi, la grande explosion, ce sera plutôt l'année prochaine, en 2024. Pour l'instant, je m'avance peut-être, mais je pense que on est plutôt sur des mouvements de fond, des lames de fond, quelque chose d'assez sous-marin, mais qui ne sont pas encore visibles, qui ne vont pas encore s'extérioriser. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Je suis toujours sur cette magnifique baie d'Audierne en Bretagne et comme sur mes précédentes vidéos, je vais vous laisser sur ces quelques images parce que je crois que j'ai plus rien à vous dire. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse et puis à la prochaine vidéo. À bientôt.